3, 2, 1, Actu animé. Et bienvenue dans cette nouvelle année des actualités animées. Nous sommes la semaine du 8 janvier 2024 et pour cette nouvelle année, je reste toujours à cette antenne pour vous parler de toutes les actualités du monde du cinéma d'animation en France. Au sommaire cette semaine, on va faire un petit bilan sur l'année 2023, question cinéma, on va parler d'éco-responsabilité dans les œuvres d'animation, et je vais vous faire une revue de presse sur les séries d'aventure et de science-fiction en préparation en ce moment. Voilà, 2024, on commence. Et on commence par quelque chose d'intéressant, c'est les sections pour les longs métrages au César 2024. Les Césars ont une section spéciale animation avec cette année 10 films qui ont été sélectionnés. Et dans cette sélection, on voit toute la diversité de la proposition française en animation. Il y a de la 2D, il y a de la 3D, il y a de la stop motion, adulte, il y a des récits historiques, il y a des récits enfance. Côté jeunesse, on retrouve des grands succès de la série 3D adaptée en long métrage avec le film Miraculous, le blockbuster français avec un budget de 60 millions qui a fait beaucoup d'entrées cet été, Les As de la Jungle 2, adapté de la série également, ainsi que Patty et la colère de Poséidon. Mais les films de jeunesse 2D se défendent très bien cette année avec Nina et le secret du hérisson, le dernier long métrage de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, et le très très beau Sirocco et le royaume des courants terres de Benoît Chieux, qui est un de mes coups de cœur de 2023. On a évidemment Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, qui a eu le Cristal cet été à Annecy et qui est parmi les favoris pour ses Césars. Ensuite, on a deux films historiques hyper intéressants avec La Sirène de Sidi Farsi, gros coup de cœur aussi, qui parle du siège d'Abadan, dans une 3D hyper intéressante avec un style graphique hyper assumé. En parallèle de ça, on a Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto, un beau film en stop motion qui parle de l'immigration italienne pendant le XXe siècle, qui est hyper intéressant. Finir deux propositions adultes originales avec Saul l'aveugle, femme endormie de Pierre Fodès, qui était une adaptation de différentes œuvres de Murakami dans un pur récit fantastique adulte japonais, et le très attendu Mars Express de Jérémy Perrin, une enquête cyberpunk dans une 2D très léchée aux influences japonaises, qui a beaucoup marqué sur cette fin d'année. Voilà, du coup 10 propositions très différentes pour les Césars qui arrivent, on attend de voir quel film va être sélectionné. A noter qu'aux États-Unis aussi de grandes cérémonies se préparent, car il y a les Oscars 2024 qui ont également annoncé leur shortlist. Sur 15 films au total, on a 5 courts-métrages qui sont français, 3 qui sont distribués par Miu, avec le fameux 27 de Flora Nabuda, Letter to a Pig de Tal Cantor, mais aussi un court-métrage étudiant, Boom, réalisé par Romain Augier, Charles Dicico, Gabriel Augrey, Yannick Jacquin et Laurie Pereira de Figueiredo, qui sont des étudiants et étudiantes de l'école des nouvelles images, et dont le film est dans sa période de festival. On retrouve aussi Un genre de testament de Stéphane Vuillemin et Pachyderme de Stéphanie Clément, deux films adultes qui ont beaucoup fait parler d'eux pendant cette année 2023. Voilà, c'est intéressant de voir qu'outre-Atlantique, on s'intéresse vraiment à l'animation française, notamment des récits adultes avec des esthétiques très poussées. Mais quittons directement le deuxième pôle d'animation pour aller parler du troisième avec cette semaine la sortie de Glouton et Dragon sur Netflix, une série d'animation japonaise par le studio Trigger. C'est un de mes mangas favoris de ces dernières années et qui a un scénario très intéressant. On suit une équipe d'aventuriers et aventurières qui vont s'aventurer dans un donjon, très classique jusqu'ici. Mais le twist, c'est que en même temps que notre équipe va devoir se battre contre des monstres, elles vont devoir aussi les manger. Donc ça va mélanger gastronomie et aventure dans un monde qui est à la fois hyper créatif sur les combats, mais sur aussi l'intégration de la gastronomie et de l'économie sous-jacente des aventures. L'œuvre originale en manga était de très très grande qualité, et l'adaptation du studio Trigger a l'air d'être tout autant qualitative. La série est diffusée en simulcast, du coup un épisode par semaine, mais vous pouvez la retrouver dès à présent. C'est aussi intéressant de parler d'animation japonaise maintenant, car c'est le début de la saison hiver 2024. 3 mois pour une cinquantaine de nouvelles séries, avec comme d'habitude beaucoup d'adaptations et beaucoup de suites. Les grandes sorties de cet hiver 2024, ce sont principalement Solo Leveling, l'adaptation du webtoon à grand succès, des suites pour Classroom of the Elite, The Danger in My Heart et Marshall Music and Muscle. Personnellement, à part Glouton Dragon, je n'avais pas d'attente particulière, mais voilà, plein de nouvelles sorties qui nous arrivent depuis le Japon. On parlait de cinéma juste avant et je voulais vous parler un peu des grands succès au box-office français. Les 10 premiers films avec le plus d'entrées en 2023 en France ont été donnés par le CNC. On retrouve sans surprise les gros succès de l'année, Super Mario Bros, Barbie, Avatar et Oppenheimer, mais aussi des productions françaises comme Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et la comédie française préférée de tout le monde, Alibi.com 2. Et c'est intéressant de noter qu'il y a 3 films d'animation qui sont dans ce top 10 avec Super Mario Bros, le film qui a été fabriqué en France chez Illumination et qui est un des plus grands succès de cette année, Élémentaire de Pixar qu'on retrouve en 8ème place, et évidemment Avatar 2 qui, malgré la motion capture et son rendu photoréaliste, est tout de même principalement un film d'animation et d'images de synthèse. Ces entrées en France, on peut les mettre en parallèle avec les entrées aux États-Unis, avec Super Mario Bros en 2ème place et Spider-Man Across the Spider-Verse en 6ème place, et les entrées japonaises, 4 premières places sont détenues par des films d'animation, avec
Slam Dunk, Super Mario Bros le film, Détective Conan et le sous-marin noir, évidemment le Miyazaki, Le garçon et le héros. Voilà, 3 pays, 3 attraits pour l'animation différents. A noter qu'en France, le cinéma a quand même bien repris, avec en 2023 181 millions d'entrées cinéma, le CNC s'en félicite. C'est aussi noté que c'est beaucoup des phénomènes sociaux qui vont entraîner des variations dans les fréquentations du cinéma, la Coupe du Monde de rugby, toute l'activité des réseaux sociaux autour de Barbenheimer qui a entraîné les gens à aller au cinéma, ou bien des événements sociaux comme le printemps du cinéma ou la fête du cinéma qui encouragent les gens à sortir car les tarifs sont réduits. Voilà, ça va conclure ce bilan du CNC sur la fréquentation des cinémas en 2023. Un des grands changements de ce début 2024, c'est aussi un grand changement légal. Vous en avez sûrement entendu parler, mais Mickey Mouse vient de rentrer dans le domaine public. Pas toutes les versions de Mickey Mouse, évidemment, parce que ça reste la grande égérie de Disney, donc il y en a beaucoup de versions qui sont protégées, mais la toute première, celle qui vient de Steamboat Willie, vient de rentrer dans le domaine public. Tout le monde peut créer des choses avec cette version du personnage, pour le meilleur et pour le pire. On a vu toutes sortes de parodies de mauvais goût, mais aussi des réflexions intéressantes sur ce que veut dire le droit d'auteur par rapport au droit patrimonial ou au droit d'exploitation industrielle. Voilà, Mickey Mouse, bienvenue chez tout le monde. En ce début 2024, il y avait aussi une information importante que je voulais donner sur des questions d'éco-responsabilité. Le CNC a communiqué dessus depuis quelques années sur une volonté globale de pousser l'industrie vers une consommation responsable et vers des pratiques responsables. Et en cette fin d'année 2023, début d'année 2024, est sorti un texte assez intéressant sur l'éco-conditionnalité progressive des aides du CNC. Elle consiste dans un premier temps en une remise d'un double bilan carbone des œuvres. C'est-à-dire que tous les projets de films qui vont passer par la CNC devront remettre 2 bilans. Un premier bilan carbone qui est prévisionnel. On va faire un bilan carbone de tout ce qui va être utilisé pour fabriquer le film, c'est-à-dire du matériel informatique, le déplacement des gens pour les lieux de tournage, la consommation d'électricité des entreprises, la dégradation environnementale du matériel utilisé, et toutes sortes de choses qui peuvent avoir un impact global sur les émissions carbone. Ces 2 bilans vont être utilisés pour faire des études à l'échelle nationale des consommations pour produire du film. Et à terme, ils serviront à créer des normes que devront respecter les entreprises pour des aides futures. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de limite ou de plafond à respecter pour obtenir des aides du CNC, car tout simplement la méthodologie des bilans carbone pour le cinéma vient d'être mise en place et qu'on a besoin de chiffres. A noter que ces éco-responsabilités, pour l'instant, ne concernent que l'industrie de la fiction et du documentaire, dans prise de vue réelle, c'est-à-dire la fiction et le documentaire filmé, mais que pour les œuvres numériques, c'est-à-dire l'animation, elle viendra dans un second temps. Et c'est également intéressant parce qu'en animation, on n'a pas du tout les mêmes contraintes que dans le cinéma prise de vue réelle, puisqu'on est beaucoup plus en entreprise, en studio, sur des ordinateurs, pas sur des lieux de tournage, et du coup nos contraintes et nos émissions carbone, elles sont extrêmement différentes. Pour cela, il a fallu développer des outils qui sont personnalisés pour l'animation, et c'est ce qui a été fait depuis quelques années par plusieurs entreprises et par plusieurs organisations. La première de ces organisations, c'est le groupe EcoProd, qui avait produit des documents pour le cinéma prise de vue réelle, et qui travaille depuis quelques années avec un groupe de l'animation qui s'appelle la Cartouche Verte, composé de plusieurs entreprises valentinoises, et qui, ensemble, ont permis de créer le guide de l'animation éco-responsable. C'est un ensemble de 60 fiches pratiques pour savoir comment améliorer l'éco-responsabilité d'une entreprise, avec plein d'axes différents, que ce soit matériel, humain, logiciel. Et c'est des fiches qui sont diffusées à grande échelle pour que, dès à présent, des initiatives soient prises au sein des entreprises. Le Carbulator, il a été créé par plusieurs entreprises de l'animation et a été adoubé par le syndicat Anime France. C'est un outil qui est en développement depuis plusieurs années et dont la première version a été mise en ligne publiquement il y a quelques semaines de cela. C'est un outil qui permet de calculer très précisément ce qu'on consomme dans une entreprise. Ça permettra d'identifier les parties les plus consommatrices de notre processus de production et à l'aide du guide précédemment cité, ça permettra de les réduire. Donc voilà, c'est un outil qui est très très utile et qui à terme permettra aussi de faire les bilans carbone pour donner au CNC. Donc voilà, c'est un outil professionnel de très bonne qualité. Et voilà, ça va être tout sur l'écologie en animation. Évidemment, c'est work in progress, les choses progressent lentement, mais en tout cas, il y a une responsabilisation globale du domaine qui est en train de se mettre en place et c'est aussi porté par des entreprises et c'est des questions qu'il faut qu'on se pose en tant qu'industrie et professionnel de cette industrie. Voilà, en parlant de professionnels de l'industrie, je vais vous citer en vrac quelques-unes des opportunités que vous avez sur ce début de mois de janvier. Les pitchs pour le Festival du film d'animation de Rennes, c'est ouvert jusqu'au 15 janvier prochain. Vous pouvez envoyer des pitchs développement de vos projets. Vous avez également jusqu'au 1er février prochain pour envoyer vos pitchs de projets pour le MIFA, le marché international du film d'animation d'Annecy, un des grands événements de vente et de pitch de l'animation de l'année. Il y a aussi quelques rencontres sociales intéressantes en ce mois de janvier, avec le 18 janvier prochain un best-of région de Noranim à Lille, avec toutes les entreprises, mais aussi les écoles et des projets en autoproduction créés en Hauts-de-France qui vont venir. On a également le 26 janvier prochain un speed dating autoris de l'animation qui aura lieu à Angoulême, organisé par La Graphe. Une occasion de rencontrer d'autres artistes porteuses de projets. Et pour finir, une résidence qui est intéressante, c'est la résidence
Hair Hiroshima Animation Season pour 3 artistes spécialisés animation. C'est une résidence de 3 mois qui aura lieu cet été en 2024 et vous avez jusqu'au 31 janvier prochain pour envoyer votre candidature. Voilà, ça va être tout pour les opportunités professionnelles du moment. N'hésitez pas à les saisir si elles sont à votre portée. Et ensuite, nous allons rentrer dans la section Les belles images, votre rubrique préférée de ces actualités animées. Alors pour ce mois de janvier, on va avoir une programmation qui est un peu particulière. En décembre dernier est sorti le hors-série d'Écran Total sur les productions d'animation pour 2024. C'est un hors-série très professionnel sur un état des lieux de la production française qui présente plus de 470 projets en cours. C'est un panorama qui est hyper intéressant à suivre, mais comme il y a 470 œuvres, je vais vous en proposer quelques-unes à chaque fois avec un axe différent sur ce mois de janvier. Et la thématique de ces premières belles images de 2024, ce sera sur les séries de science-fiction et de fantasy. Et ce n'est pas particulièrement un genre qui est soutenu par l'industrie française. Il faut dire qu'en France, on aime beaucoup les séries jeunesse, mais beaucoup plus tranche de vie et facile à un public plutôt 3-10 ans. Donc des histoires d'aventures feuilletonnantes, c'est un petit peu plus dur à promouvoir dans le cinéma français. Et des projets de séries en développement depuis de très très nombreuses années, en fait c'est assez courant. Un des grands exemples français, c'est la série By Deer qui est en développement depuis 2009. Il y a plusieurs pilotes qui ont été créés au fur et à mesure des années. Actuellement, il est en développement au studio Andarta. Alors pour moi, By Deer, c'est un projet qui résume toutes les difficultés de porter ce genre de projet feuilletonnant avec des univers high concept, comme on dit, en France. Mais ce n'est pas le seul, car on a aussi un très beau projet qui s'appelle La 4ème planète de Jean Poutor, qui est en développement depuis 2015, mais qui a lui aussi un parcours compliqué, qui devait être produit en premier temps chez Folimage en 2015. Il avait été présenté au Cartoon Forum. Ça devait être une saga de science-fiction, mais aussi une œuvre transmédia, à la fois jeux vidéo, bande dessinée et série d'animation. Actuellement, le projet continue à être développé dans un autre studio chez les Astronautes, et est actuellement conçu comme une série de 8 x 45 minutes, en format feuilletonnant et un space opéra qui nous amènera, entre autres, sur la planète Mars. La première difficulté de produire ce genre de série, elle peut aussi se comprendre avec l'énorme compétition qu'il y a avec les 2 autres gros pôles de l'animation mondiaux, avec notamment le Japon qui produit énormément de choses, et les États-Unis. Et c'est assez intéressant parce qu'on a une série purement dans le style Trigger des années 2000, qui s'appelle Star Rider, avec un trailer très dynamique qui a été diffusé au Cartoon Forum de cette année. Ça a l'air d'être une série mélange des genres assez intéressante, à la fois film de casse et de vol, mais aussi de science-fiction. Alors en 2024, on a aussi beaucoup de projets d'adaptation qui sont en cours. Il y a moins d'informations dessus car c'est actuellement encore en développement, mais je voulais citer des œuvres connues et qui vont peut-être arriver en animation dans les années à venir. Siberia, une saga de jeux vidéo créée entre autres par Benoît Sokal depuis le début des années 2000, qui parle de journalisme, d'enquête et de science-fiction dans une uchronie, et qui est en cours de développement chez What the Prod. On a aussi beaucoup d'adaptations de bandes dessinées, évidemment, pour avoir déjà des univers visuels et des histoires prenantes qui peuvent être facilement portées en animation. Un de mes projets de cœur, c'est une adaptation de Mechaniki de Exaeva et de Félix Laurent. C'est une saga adolescente de science-fiction avec une héroïne qui commence à se métamorphoser en cyborg et qui va devoir se battre contre un empire tyrannique. Dans le cas de Mechaniki, il y a aussi un choix intéressant de passer d'une BD 2D vers une adaptation mixte 2D et 3D. Et je voulais aussi parler de ce projet parce que c'est un des très très rares projets qui a un couple lesbien à son centre. Malheureusement, les romances non hétéros sont très très rares dans l'animation française et c'est vraiment cool de voir des projets destinés à la jeunesse qui n'hésitent pas à l'afficher dès leur premier trailer. Côté BD, on a aussi une série très qualitative que j'attends avec impatience et dont le premier trailer est sorti. C'est la série Bergère guerrière créée par Amélie Fléché et Jonathan Garnier. Plusieurs tomes de cette série de magie et de fantasy sont sortis et c'est actuellement en train d'être développé sous la forme d'une série chez Vivement Lundi et l'Incroyable Studio. Premier trailer avec des décors traditionnels et une animation d'action hyper qualitative qui est sorti et j'espère que la série, si elle voit le jour, sera aussi belle que ça. Et une adaptation qu'on essaie à tout début, mais je voulais en parler parce que c'est une de mes autrices de cœur, c'est la série Cendre et Hazel, qui a été créée par Carensac au dessin et Tom Picot au scénario, qui est une jolie saga d'aventure jeunesse, où on suit les aventures d'une petite fille sorcière et de sa sœur qui a été transformée en chèvre par un maléfice raté, et clairement c'est une adaptation de Cendre et Hazel aussi qualitative que l'adaptation d'Hilda qu'on a pu y avoir quelques années, et ça ferait très plaisir. Et évidemment, si on parle de séries de fantasy et d'adaptation, on est obligé de parler des adaptations littéraires. Et on en a 2 assez jolies qui sont en cours actuellement. La toute première, c'est La rivière à l'envers, l'adaptation du roman de Jean-Luc Mourleva, qui suit 2 adolescents qui partent à la recherche de la source de jouvence pour sauver un oiseau. Et voilà, les premières images avaient été diffusées il y a quelques années dessus, et vous voyez, c'est très charmant avec un univers extrêmement coloré, géométrique et des décors très poussés. Pour finir, et pas des moindres, on va parler d'une des sagas littéraires françaises les plus connues et qui va enfin avoir son adaptation en série, c'est La Quête d'Ewilan de Pierre Bottero.
Ça parle de la double vie d'une jeune femme qui est projetée dans un monde de fantasy et qui doit vivre avec sa double identité de à la fois magicienne dans un monde, mais aussi de collégienne normale dans le monde réel. Normalement, si vous avez grandi dans les années 2000 et que vous aimez bien la fantasy, j'ai à peine besoin de vous le présenter, mais c'est hyper chouette de voir une adaptation qui arrive enfin d'un des romans de mon enfance, et je dois dire que les images qui ont été diffusées jusqu'à l'instant et qui ont été produites par le studio Andarta Pictures sont vraiment extrêmement convaincantes. On a eu Toby Lawless en 2023, et on peut espérer la Caddy Whelan dans les années à venir. Voilà, c'est tout pour la nouvelle image de cette semaine. Je vous ai présenté plusieurs projets de séries, de fantasy et de science-fiction. J'avais envie de parler des projets de science-fiction et de fantasy française parce que malheureusement c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé à mon adolescence et que je vais chercher dans d'autres types de productions étrangères du coup. Et je voulais un peu vous montrer les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer en France, mais aussi tous les projets qui essaient de se monter, qui étaient en cours et certains qui vont voir le jour. C'était pour mon panorama personnel des belles images de la science-fiction et de la fantasy française en animation. J'espère que ça vous a plu. Et pour finir ces actualités animées, on va parler des sorties cinéma, et cette semaine c'est un peu particulier, c'est une ressortie cinéma, c'est Ivan Tsarevitch et la princesse changeante de Michel Oslo. C'est un ensemble de 4 contes qui ont été produits en 2010 par Michel Oslo et qui avaient le droit à une première sortie en 2016 et qui ont le droit à une ressortie actuellement tout début 2024. C'est des beaux contes en papier découpé ou imitation papier découpé, car c'est la période plutôt numérique de Michel Oslo, qui nous raconte comme d'habitude des histoires de princes et de princesses dans des beaux univers graphiques en silhouettes extrêmement ciselées. Si, contrairement à moi, vous êtes des grands fans de Michel Oslo et que vous voulez redécouvrir une de ses œuvres moins connues, c'est l'occasion d'aller la découvrir en salle. Voilà, ça va conclure les premières actualités animées de 2024. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et je vous souhaite une bonne année, de voir des belles choses, de parler de belles choses et de créer des belles choses. On se retrouve la semaine prochaine.